Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Dans le cadre des cours télévisés, on va poursuivre ce qui a été déjà expliqué au niveau de la première séance. Et avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit rappel. J'espère que vous avez profité de votre chapitre préliminaire sur les concepts juridiques utilisés au niveau de cette matière-là. Je vais rappeler brièvement les axes. Donc, on a commencé par un glossaire. Il y aura un axe sur les techniques d'organisation administrative et spécialement la déconcentration et la décentralisation. Après, il y aura l'administration de l'État. Il y aura un axe dédié à ça. Et enfin, il y aura un axe sur l'administration territoriale. Voilà. Alors, pour commencer, je vais reprendre les concepts qu'on a déjà traités, mais je vais les situer dans leur contexte, comme ça ils auront plus de valeur. Alors, vous savez que le Maroc, au niveau de son organisation administrative, il y a une évolution extraordinaire. C'est-à-dire, si vous le comparez du Maroc où la Jma'a, c'est elle qui était la forme d'organisation qui existe dans ce Maroc traditionnel. Ça ne veut pas dire que la Jma'a n'existe plus, mais elle existe en tant qu'organisation coutumière. Elle fut remplacée par la commune, qui est une organisation moderne. Il y a une évolution depuis. Et là, je vous invite à étudier, ne serait-ce que pour l'enrichissement, parce que c'est très important les repères historiques. Ça va vous permettre de voir comment l'évolution administrative s'est effectuée au Maroc depuis le début, c'est-à-dire avant l'indépendance, pendant et après. Alors, le livre que j'allais vous conseiller, c'est Michel Rousset. Je vais le noter ici. Michel Rousset. Droit administratif marocain. Édition Laporte, 2003. Et aussi, il y a un numéro spécial, et c'est un travail collectif entre Michel Rousset et Mohamed Amin Ben Abdallah. Au niveau de la revue Remad, c'est un numéro spécial où vous allez trouver l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire le support historique y est très important jusqu'à ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire l'évolution à travers la Constitution de 2011 et bien sûr les lois qui ont accompagné la Constitution, les lois organiques de 2015 bien entendu, et le décret de la charte concernant la déconcentration de 2018. Alors je commence par la première technique qui n'est pas née du hasard dans la mesure qu'à la base, ça c'est une évolution de quoi? De la centralisation. Et comme je l'ai dit la fois passée, la centralisation pratiquement elle est impossible, c'est-à-dire elle ne peut être que théorique. Elle est théorique, elle est magnifique dans le sens où je suis la même administration, je prends la décision au niveau central et si vous administrez sur tout le territoire marocain, vous êtes obligé de venir vers moi pour une question ou une autre. C'est-à-dire l'administration, ce n'est pas la proximité. Hein. Il n'y a pas un relais de cette administration sur le territoire pour gérer l'intérêt des administrés. Alors, ça peut présenter des avantages même au niveau théorique, c'est-à-dire que c'est moi l'administration, il n'y a pas un déphasage entre le centre ou la personne dans la mesure où je suis la même personne. Toutefois, il va y avoir une pression au niveau du centre, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous avez tout le monde qui va se déplacer au niveau de la même administration pour répondre à un besoin X ou Y. C'est la raison pour laquelle il y a eu une évolution dans le sens de la démocratisation, dans le sens de l'intérêt général, dans le sens pour mieux répondre aux demandes de l'administré. Il y a cette technique qui a vu le jour au Maroc, c'est la déconcentration, par le fait qu'après avoir limité les circonscriptions administratives,
on va envoyer nos relais qui appartiennent au pouvoir central. Par exemple, si je peux me permettre de vous faire un dessin comme par exemple les poupées russes, vous avez le centre. Après, on va avoir ce centre-là qui va envoyer les autorités déconcentrées. Donc voilà, ce n'est plus centrifuge, c'est-à-dire c'est les relais vers l'extérieur. Ce sont des relais du pouvoir central vers l'extérieur. C'est toujours l'administration. C'est l'administration qui va envoyer ses représentants sur tout le territoire marocain pour mieux servir l'administré, pour qu'il y ait la proximité. Mais attendez, cet envoi-là, comment il va se faire? C'est-à-dire, on va les envoyer sans pour autant leur donner une certaine autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, ni au niveau administratif, ni au niveau financier. C'est-à-dire, ils dépendent du centre. Il n'y a pas d'initiative. Ils doivent respecter la légalité. Et à chaque fois qu'il y a un problème où la loi ne répond pas, il n'y a pas des éléments de réponse, il est obligé de revenir vers le centre. Donc vous voyez là, il y a déjà une complication, c'est-à-dire il y a une perte de temps. C'est-à-dire que le pouvoir qui représente le pouvoir, l'autorité qui représente le pouvoir central ne peut pas prendre une décision sans pour autant revenir au centre pour lui communiquer son acte. Est-ce que ça rentre dans la légalité ou bien c'est l'autorité centrale qui doit agir dans la mesure, lui, il n'a pas les moyens. Donc, et cette autorité déconcentrée, comme je l'ai dit la fois dernière, suppose des principes qui sont très cadrés, c'est très pointu et c'est encadré par la loi. C'est-à-dire que le pouvoir déconcentré va répondre à une instruction, c'est-à-dire elle peut être une note de service ou bien circulaire, ou bien une directive ou autre, il est obligé de la respecter, donc il n'y a pas une marge de liberté. Ça peut être une réformation, lorsqu'il n'a pas respecté pour une raison ou une autre, ou bien il y a un changement de circonstance, donc on peut réformer, changer la décision, on peut l'annuler, comme on peut se substituer à l'autorité qui représente le pouvoir central, prendre sa place pour pouvoir prendre la décision et ramener les choses dans leur cadre juridique, c'est-à-dire c'est pour mieux cadrer l'action de l'administration déconcentrée. Alors là, je vais faire appel à une phrase très célèbre de Napoléon III, et il y a eu une réponse de son ex-ministre de Justice et président du Conseil, Odilon Barrot. Donc, Odilon Barrot, déjà Napoléon, qu'est-ce qu'il a dit? On peut gouverner du centre, mais on ne peut jamais administrer de loin. Je peux gouverner de loin. Par exemple, moi, je suis là en tant que pouvoir, autorité centrale à Rabat. Je peux gouverner de Rabat, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je veux administrer, je ne peux administrer bien que de près. Donc c'est la raison pour laquelle la réponse de Odile Barrot, il va dire c'est toujours le même marteau qui frappe. C'est-à-dire ce marteau qui est l'autorité, qui est la puissance publique, qui va frapper, c'est toujours le même, c'est toujours le centre, mais au lieu qu'il va frapper plus loin, c'est pas possible, parce que c'est loin du centre, il va raccourcir le manche, c'est-à-dire le manche de son marteau, il va la raccourcir. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer un représentant. Ce représentant, il peut être un service extérieur, il peut être un agent d'autorité, comme on va voir par exemple un wali, un gouverneur, ou bien un recteur, ou bien un doyen, ou bien donc pas un agent d'autorité, c'est-à-dire un service qui représente une délégation d'un ministère. Donc, quand je dis agent d'autorité, c'est un agent qui va représenter maintenant, comme c'est le cas pour la Constitution de 2011 et précédente jusqu'à la Constitution de 1996, on voit très bien que l'agent d'autorité représentait Sa Majesté, c'est-à-dire le roi, alors que les constitutions qui sont venues par la suite, il est le représentant de l'État. Alors donc là, c'est pour vous expliquer que lorsque je parle de déconcentration, c'est toujours le pouvoir central, mais avec des relais. Alors, voyons voir
comme je l'ai dit, la déconcentration, elle est bonne en soi, c'est-à-dire c'est la proximité, c'est pour mieux gérer les attentes de la population. Au lieu que la population, les administrés vont se déplacer vers le pouvoir central va se déplacer vers eux. Mais faites attention, le déplacement du pouvoir central sur tout le territoire, il va se faire à travers deux éléments qui sont très importants. D'abord, il faut trouver les ressources humaines pour le faire et il faut trouver aussi les moyens, c'est-à-dire au niveau du budget, au niveau des moyens financiers, c'est-à-dire il faut qu'il y a quand même assez de moyens pour pouvoir représenter l'ensemble des administrations centrales sur tout le territoire marocain. Ou parfois, la représentation, elle va se faire sur un point bien déterminé. Par exemple, vous avez la douane ou bien par exemple, vous avez les services qui sont portuaires. Il ne peut être là que lorsqu'il y a un port. Donc automatiquement, ça va répondre à l'existence géographique de cette entité pour pouvoir représenter cette telle administration. Ou comme le ministère des Affaires étrangères, leur relais se trouve en dehors du territoire marocain à travers les services consulaires et les services des ambassades. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de la déconcentration. Alors, voyons voir la deuxième technique, c'est-à-dire le deuxième procédé, qui est la décentralisation. Alors, c'est une évolution, mais tout en gardant la première, c'est-à-dire on ne peut pas évacuer la première. Elle est toujours là, c'est-à-dire sur un même territoire. Voilà, par exemple, après avoir divisé le territoire en des circonscriptions administratives, chose que le Maroc a commencé dès 1959. Alors, on est parti sur, maintenant, on a les représentants de ce pouvoir central. Le pouvoir central, il va envoyer ses représentants. Très bien. Mais aussi, il faut un son de cloche de l'administré. Alors, l'administré doit envoyer aussi ses représentants, mais ça ne va pas être des nominations dans la mesure. L'administré ne peut pas nommer, il n'a pas ce pouvoir ni cette compétence. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les élections pour plus de démocratisation. Donc, ici, ce sont des nominations pour la décentralisation. Décentralisation, ce sont ce sont des élections. Alors, les administrés vont choisir des élus, c'est-à-dire via l'élection, qui vont représenter leur intérêt pour pouvoir discuter de leur intérêt général avec les autorités déconcentrées ou les autorités centrales sur une même circonscription. C'est-à-dire, on va trouver la déconcentration qui est là pour veiller comme relais politique gouvernementale sur un territoire bien déterminé, et sur ce même territoire, on va trouver un son de cloche de la part des administrés via l'élection et par les élus qui vont répondre aux réels besoins des administrés par la technique de décentralisation. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas traiter ici la technique de décentralisation spécialisée ou technique, c'est-à-dire les services publics et spécialement les établissements publics et les entreprises nationales. Il y a un semestre qui est dédié pour cette partie-là. Alors, lorsque je parle de décentralisation, déjà il y a une valorisation dans la mesure, vous avez un article 1 de la Constitution qui a annoncé clairement que l'organisation administrative au Maroc, elle est décentralisée et elle est fondée sur la régionalisation avancée. Donc, c'est-à-dire c'est une dynamique qui veut mettre de la région un centre stratégique pour assurer un développement local qui va ne pas être le concurrent, mais qui va essayer de consolider toutes les politiques publiques au niveau central. Alors, cet article 1 ne va pas être orphelin, il va être consolidé par des principes que je vais reprendre brièvement parce qu'on les a expliqués la séance du glossaire et je vous ai dit que le glossaire va être comme une pépinière où je vais prendre les concepts et les mettre dans leur contexte. Comme ça, vous voyez très bien la connexion entre le concept et l'usage. Alors, donc, cette décentralisation va être consolidée par des principes qui ont été spécifiés
est mis en relief au niveau de la Constitution, spécialement au niveau de son article 136, que les principes de cette décentralisation supposent, le premier principe, c'est le principe de subsidiarité. Et on l'a expliqué par des compétences qui sont propres, des compétences qui sont partagées et des compétences qui sont transférées. On a l'autre principe qui est aussi important, et qui n'est pas le moindre, c'est la libre administration. Et quand je dis la libre administration, c'est une manière de pointer davantage l'autonomie financière et l'autonomie administrative. L'autonomie financière, c'est de pouvoir avoir un budget propre, un budget où le président et le conseil, où le président en est l'ordonnateur. Ça, c'est très important et on va développer ça au niveau des collectivités territoriales. Et on a aussi l'autonomie administrative et les mise en relief par le fait que le conseil et son président sont élus. Et c'est-à-dire c'est une élection qui suppose un suffrage universel direct, exception faite pour les provinces et préfectures, et on va détailler ça lorsque le moment arrive au niveau du dernier axe. Alors, cette libre administration s'inscrit dans la ligne directe de plus de démocratisation et plus de modernisation. L'autre principe qui est aussi important, c'est la solidarité. C'est-à-dire, vous avez une collectivité qui a plus, doit donner à la collectivité qui est dans le besoin et qui a moins. Vous avez aussi le principe de la coopération et la participation, comme je vous ai dit. La coopération, c'est-à-dire on va essayer de multiplier nos efforts pour mieux gérer l'intérêt général et assurer la dignité qui est revenue plusieurs fois dans les discours royaux juste après 1999 avec un nouveau concept de l'autorité, avec plus de responsabilité et plus de reddition des comptes. Donc la coopération, elle va dans le sens où il va y avoir un bout de chemin qui va être assuré par les collectivités territoriales pour mieux répondre aux réels besoins de la collectivité concernée, sans pour autant oublier qu'il faut les faire participer. Si on veut que dans une collectivité territoriale, on respecte les œuvres ou les ouvrages effectués par la collectivité, il faut faire participer la population concernée. Parce que s'il n'y a pas de participation, c'est comme si ce qu'on est en train de leur assurer ne répond pas réellement à leurs besoins. Alors, il y a un point qui est, c'est-à-dire très important pour clôturer tout ça, c'est pour mettre en relief le fait que la décentralisation ne veut pas dire que le cordon, le lien avec le centre est anéanti une fois pour toutes. Il faut mettre en relief une chose, un concept très important, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un État unitaire et souverain. Cela a des conséquences, c'est-à-dire lorsque on va accepter et on va reconnaître, c'est une reconnaissance, la décentralisation, c'est une reconnaissance de collectivités autres que l'État. Donc, cette reconnaissance ne va pas remettre en cause l'État unitaire ni sa souveraineté. Alors, comment on va préserver cette équation-là où d'un côté, on a une collectivité territoriale qui va assurer l'intérêt c'est-à-dire l'intérêt des administrés de sa collectivité, et d'un autre côté, on a un État unitaire qui doit préserver ce statut-là. Donc, comment équilibrer cette équation? Alors, pour l'équilibrer, on est passé de la tutelle à un contrôle. Comme vous le savez, l'évolution, et là je vous ai demandé de lire cet article, plutôt un chapitre du livre de Michel Rousset, vous voyez très bien que
Avant les lois organiques 2015 et avant la Constitution de 2011, on ne parlait pas de contrôle, on parlait de tutelle. Concept qui a été tout le temps très mal vu parce que lorsque je parle de tutelle, je parle de la personne qui l'exerce. Le tuteur est la personne sur laquelle on exerce la tutelle, c'est-à-dire c'est un mineur. Et les collectivités territoriales n'ont jamais accepté ce statut d'être mineur par rapport au pouvoir central. C'est la raison pour laquelle ils étaient toujours récalcitrants à l'usage de ce concept-là. Et pour leur rendre justice de cette demande, la Constitution de 2011 et les lois organiques qui sont venues pour consolider la décentralisation à travers la loi organique sur les collectivités territoriales, la région, province, préfecture et commune, au lieu de parler de tutelle, on a parlé de contrôle. Et ce contrôle-là, il va s'exercer sur le plan administratif et sur le plan budgétaire. Bien sûr, il y a des deniers publics, on ne peut pas les laisser entre les mains des responsables des collectivités territoriales sans pour autant leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait de leur budget pendant leur mandat, c'est-à-dire qui est de 6 années, et ça c'est une question qui est normale, parce que le budget n'appartient pas à l'État, mais c'est le budget de tous les Marocains, c'est-à-dire ça ce sont ce qu'on appelle les deniers publics. Et il y a un contrôle administratif qui va s'effectuer sur les délibérations du Conseil des collectivités territoriales, que ce soit la région, la commune, la province. On va détailler ça lorsque je vais traiter le dernier axe concernant les collectivités territoriales, et vous allez voir par vous-même que les délibérations ne peuvent voir le jour que s'il y a le visa de l'autorité administrative, l'autorité l'autorité du gouverneur ou bien du wali, dans la mesure où la loi organique lui a donné ce pouvoir ou bien cette prérogative. Donc, si j'ai à faire un petit schéma, on a d'un côté une déconcentration qui s'est développée à travers l'histoire pour être ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire on essaye de donner plus ou moins, pas une autonomie, mais c'est-à-dire on va essayer de couvrir l'ensemble du territoire marocain par les représentants du pouvoir central pour mieux servir l'administré. Et de l'autre côté, on a besoin d'avoir un son de cloche de la part de l'administré, et ceci via la technique de déconcentration. Cette technique de concentration, elle est avancée par l'article 1 de la Constitution 2011, comme quoi la technique d'organisation administrative du pays du Maroc, c'est la décentralisation fondée sur une régionalisation avancée, et on a essayé de consolider cette décentralisation à travers un principe de subsidiarité, c'est-à-dire on ne peut pas ignorer la plus petite collectivité territoriale. Pour une bonne gouvernance, on doit faire appel à l'ensemble des forces du territoire. Il y a aussi le principe de la libre administration, et ça c'est une ligne directe du principe de l'autonomie financière et de l'autonomie administrative. La solidarité, coopération, participation, ça nous donne une idée qu'on est en train de voir les différentes facettes de la démocratie, les différentes facettes de la modernisation, de la prise de décision. Donc, et tout ça doit s'inscrire dans un État unitaire qu'est le Maroc, un État souverain bien entendu. Donc on ne peut pas, par exemple les collectivités territoriales, il faut qu'on garde un lien avec les collectivités territoriales, pas parce que on va essayer de les contrôler de près et leur dépouiller tout l'ensemble des prérogatives octroyées par la loi organique de 2011, mais il y a un contrôle administratif et un contrôle budgétaire parce que l'intérêt général le suppose. Alors, j'ai fait le tour de ce chapitre ou de cet axe-là qui a été dédié
aux techniques d'organisation administrative à travers c'est-à-dire ces deux techniques qui sont très importantes, la déconcentration, la décentralisation comme corollaire et aussi comme limite, comme garde-fou, comme pour contrecarrer le pouvoir des collectivités territoriales et ne pas créer l'État dans l'État. Il y a eu le contrôle à l'égard de ces collectivités territoriales, comme il y a le pouvoir disciplinaire, comme il y a le pouvoir hiérarchique au niveau des collectivités déconcentrées. Alors sur ce, je vous dis merci de votre attention et on se voit dans la séance prochaine pour parler du chapitre de l'administration de l'État. Je vous souhaite beaucoup de courage.